Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où j'aimerais vous faire découvrir un indicateur très intéressant sur le Bitcoin. Ça fonctionne également sur l'Ether. Alors il y a quelques jours, le 13 février dernier, Bitfinex a publié son rapport, le rapport Bitfinex Alpha numéro 41. Si ça vous intéresse, vous pouvez taper sur Google Bitfinex Alpha et donc vous tomberez sur le site de Bitfinex qui vous invitera à rentrer votre email pour ensuite recevoir le rapport par email. Alors ce rapport-là, il vient tout juste de sortir, mais il est super long malheureusement dans cette vidéo. On n'aura pas le temps de le passer en revue. Voilà, il est décomposé en 3 parties. Première partie, une mise à jour générale du marché. Deuxième partie, ce qu'il s'est passé cette semaine sur les données on-chain. Et troisième partie, c'est les news de la cryptosphère. Alors évidemment, il est beaucoup trop long. Moi, dans cette vidéo, je vais me concentrer surtout sur la partie numéro 2, les données on-chain. On va voir ce qui a évolué cette semaine et même sur cette partie 2, elle est quand même assez longue, hein. Sinon, il me faudrait une vidéo de 3 heures. Donc, je vais me concentrer principalement sur un ou deux indicateurs. Donc, on va tout de suite descendre sur cette partie 2 et donc le rapport Bitfinex, voilà, vous voyez, il est assez complet. Il y a pas mal de graphiques, pas mal d'explications. Donc, vous pouvez le recevoir par email, c'est gratuit. Et donc, on commence la partie 2. Pareil là, comme je vous le disais, il y a pas mal d'indicateurs. On va pas tous les étudier. Certains, vous les connaissez déjà. Donc, je préfère m'attarder sur un indicateur qui est très peu connu. En tout cas, dans la sphère francophone, quasiment pas connu. Et pourtant, c'est un indicateur qui est super intéressant parce qu'il se base sur les primes d'options. J'y reviens dans quelques instants. Alors déjà, au niveau des indicateurs de la partie 2 de ce rapport, on a ici le profit et les pertes réalisées nettes sur le Bitcoin. Ça, j'en ai déjà parlé dans des précédentes vidéos, notamment les vidéos autour du Release Price, MVRV, NUPL, etc., etc. Donc, je vais pas y revenir à nouveau dans cette vidéo. De toute façon, cet indicateur n'est pas si intéressant que ça. Bon, là, on est passé en zone négative, rien de choquant. Le Bitcoin a baissé, donc c'est normal que les traders soient actuellement en perte, en tout cas, les traders court terme. Si on descend, on a ici le total des liquidations. Pareil, rien d'intéressant. C'est un indicateur qui est très connu. Généralement, les indicateurs les plus connus, c'est les moins intéressants et ceux qui ne sont pas connus, c'est souvent les plus intéressants. Pourquoi? Parce que les plus connus, ce sont des indicateurs qui sont simples à comprendre, mais quand on a quelque chose de simple, souvent on perd en information, alors que lorsqu'on a quelque chose de compliqué, c'est un petit peu plus intéressant. Alors compliqué ne veut pas dire réellement compliqué, mais ça demande juste un effort supplémentaire pour comprendre comment fonctionne l'indicateur. Donc ici, savoir le nombre de liquidations sur le Bitcoin ou le montant des liquidations, bon bah ça nous sert pas à grand chose. On se doute bien que si le Bitcoin décale fortement à la hausse ou à la baisse, bah, ce sera soit ceux qui seront longs, soit ceux qui seront short qui seront perdants. Ça nous avance pas à grand chose. Par contre, maintenant on va arriver sur des informations un petit peu plus intéressantes au niveau de ces indicateurs. Le premier indicateur, lui, il est connu, ça va mesurer le taux de funding, l'évolution du taux de funding, le taux de refinancement sur le Bitcoin. Donc c'est la courbe ici en jaune. Généralement, lorsque le taux est supérieur à 0, eh bien ça veut dire que les investisseurs s'attendent à une hausse du Bitcoin, donc ils vont prendre des longues, ils vont accepter de payer des frais. A contrario, si les taux de refinancement sont négatifs, ça veut dire qu'il y a plus de personnes qui sont en train de shorter sur le marché et donc les investisseurs s'attendent potentiellement à une baisse. Donc ça reste un indicateur qui est intéressant, c'est pas le meilleur indicateur, mais avoir un ordre d'idée du funding, c'est toujours quelque chose d'intéressant. J'en ai parlé dans une vidéo il y a quelques années où je vous présentais un indicateur qui justement récupérait les frais de financement des grosses plateformes d'échange et en fonction de l'évolution, bah, ça nous permettait de savoir si on pouvait plutôt s'attendre à une baisse, un range ou à une hausse. Alors ce qui compte, c'est pas tant si on est au-dessus ou en dessous de 0, mais c'est surtout à quel point on est éloigné de ce niveau de 0. Vous le voyez ici, lorsque on est fortement éloigné de 0, eh bien ça signifie que les taux sont trop élevés, il y a beaucoup trop de personnes qui sont longues et généralement on peut utiliser ça comme un indicateur contrarien et s'attendre ensuite à une baisse du prix du Bitcoin et également une baisse des taux de refinancement. Parce que tout simplement lorsqu'une personne est longue ou une personne est short, elle paye des frais de refinancement et plus ces frais vont être élevés, bah, plus la personne va payer, donc plus ça va être compliqué de maintenir la position ouverte. A contrario, vous le voyez, lorsque les frais ici sont négatifs, eh bien on peut s'attendre à ce que les frais remontent un petit peu, potentiellement que le prix du Bitcoin également remonte au bout d'un certain temps. Donc c'est généralement ce qu'on observe, c'est pas toujours le cas, ça fonctionne pas dans 100% des cas, mais généralement ça s'utilise plutôt comme un indicateur contrarien. Plus on est éloigné de 0, à la hausse ou à la baisse, plus on peut s'attendre à un mouvement à venir dans les prochains jours. Donc voilà déjà par rapport à ce premier indicateur. Ici, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est un indicateur, vous le voyez, qui est actuellement au-dessus de 0. Donc les taux de refinancement sont positifs, les investisseurs sont plutôt bullish, ils ont plutôt tendance à ouvrir des longues que ouvrir des shorts. Donc on peut s'attendre à ce que la tendance reste baissière à moyen
moyen terme. C'est ce que nous indique ici donc ce rapport Bitfinex Alpha. Vous voyez, c'est un indicateur qui n'est pas exceptionnel, mais il a le mérite d'exister et permet aussi de voir le comportement des investisseurs. Ici, on n'est pas uniquement sur des données on-chain, voire même pas du tout sur des données on-chain. On n'utilise pas vraiment la blockchain du Bitcoin, on utilise plutôt ce qui se passe sur les plateformes d'échange, savoir si les investisseurs sont plutôt haussiers ou plutôt baissiers. Donc, un indicateur à rajouter à votre palette d'outils, étant donné que c'est un indicateur qui va utiliser des données différentes de ce que j'ai pu présenter jusqu'à présent. Différent du release price, différent de la rentabilité des mineurs, etc., etc. Donc, un indicateur, pourquoi pas, à surveiller. En tout cas, plus intéressant que le total des liquidations, par exemple. Ensuite, on passe maintenant à un second indicateur. Donc, c'est le ratio put-call. Alors, put-call, c'est quoi? Ce sont des options. C'est un type d'outil, tout comme les contrats futurs de cet indicateur-là. Ça consiste en quoi? Si vous achetez un call, c'est pour vous protéger. Vous pensez que le marché va monter. Si vous achetez un put, pareil, c'est pour vous protéger. Vous pensez que le marché va baisser. Et donc, ce ratio, il fait quoi? Il prend la somme des options put, il divise ça par la somme des options call, et donc on obtient un ratio. Alors attention à ne pas prendre comme référence 1, parce que généralement on a toujours plus, sur les marchés traditionnels, en finance, toujours plus d'acheteurs de call que d'acheteurs de put. Donc le ratio, forcément, il aura tendance en moyenne à être inférieur à 1, parce que le dénominateur est plus élevé que le numérateur. Donc il ne faut pas prendre comme référence 1, mais plutôt une valeur comme 0,7, 0,75, qui servirait un petit peu plus de référence. Alors cet indicateur, pareil, je l'aime pas spécialement, alors le plus intéressant arrive juste après, je l'aime pas spécialement et laissez-moi vous dire pourquoi, tout simplement parce que savoir le nombre d'options call et le nombre d'options put ne vous sert pas finalement à grand chose. Si on prend par exemple des fabricants de smartphones, vous prenez Apple, vous prenez Samsung. Apple va vendre chaque année 10 iPhones, c'est juste pour illustrer, hein, c'est un exemple, et Samsung va vendre chaque année, pareil, 10 smartphones Samsung. Quelle est la meilleure entreprise? Les deux ont vendu le même nombre, ça vous sert pas à grand chose. Si demain Apple en vend 11 et Samsung en vend 10, est-ce que c'est mieux pour Apple? Pareil, ça ne nous dit pas grand-chose, on manque d'informations. Par contre, si je vous dis maintenant que Apple a vendu 10 smartphones, Samsung a vendu 10 smartphones, mais Apple a vendu avec une marge de 15%, alors que Samsung a vendu avec une marge de 5%, là, tout de suite, vous vous dites, c'est peut-être plus intéressant d'avoir du Apple, parce qu'à nombre de ventes égales, Apple tire plus de marge. Pareil, si je vous dis que Apple vend en moyenne ses smartphones à 20 €, alors que Samsung vend en moyenne ses smartphones à 15 €, vous vous dites, Apple est mieux, parce que les investisseurs ont tendance à payer plus cher un smartphone Apple. Là, c'est exactement la même chose. Avoir un ratio put-call, ça vous sert pas à grand chose de savoir qu'il y a un petit peu plus de put, un petit peu plus de call. On manque de données en fait. Mais par contre, ce qui est le plus intéressant, c'est le prix que payent ces investisseurs pour les options, pour le call, pour le put et savoir la différence entre les deux. Et c'est ce que va nous donner l'indicateur suivant. Donc voilà, juste pour conclure par rapport à cet indicateur-là, le ratio put-call, pour moi, c'est un ratio qui manque de données. Savoir qu'on est au-dessus de 1, au-dessus de 0,7, en dessous, bon, ça nous sert pas à grand chose. On manque de données et en plus, on se base seulement sur certaines plateformes d'échange, la plateforme qu'on choisit. Je trouve que ça manque vraiment d'informations. Par contre, l'indicateur qui suit, lui, il est beaucoup plus intéressant, alors un petit peu plus complexe, hein, honnêtement, à comprendre, en tout cas quand on n'est pas habitué au monde des options. Ici, l'indicateur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mesurer l'asymétrie des primes entre les calls et les puts. D'accord? C'est ce qu'on appelle en anglais, vous le voyez à l'écran, ici, skew ou skewness, c'est quoi? Ça va mesurer l'asymétrie de la distribution d'une variable aléatoire à valeur réelle. Alors dit comme ça, c'est vague, on comprend pas grand chose, c'est des termes mathématiques. Donc laissez-moi vous expliquer un petit peu plus en quoi ça consiste. Ici, BTC, option skew delta 25, chaque mot a son importance. BTC, on comprend qu'on est sur du Bitcoin. Option, c'est le nom des produits, donc des produits d'option. Skew, je viens de vous l'expliquer, c'est l'asymétrie entre les primes, j'y reviens dans quelques instants. Et ensuite, delta 25, c'est quoi? Vous savez, chaque option, un call ou un put, va avoir un delta. Le delta sur les calls va être positif, sur les puts, il va être négatif. Donc ici, delta 25, ça veut dire quoi? Ce sont toutes les options call qui ont un delta 25 ou bien toutes les options put qui ont un delta de moins 25. Le delta, c'est quoi? C'est la probabilité pour l'option d'être dans la monnaie. Pour simplifier, c'est pas exactement ça, mais lorsque vous avez delta 25, c'est grosso modo une probabilité de 25% que votre option, si vous êtes vendeur, elle soit perdante, si vous êtes acheteur, qu'elle soit gagnante. Donc ça, j'y reviens si ça vous intéresse les options dans de futures vidéos parce que je peux pas expliquer évidemment en quoi ça consiste comme ça dans une vidéo aussi courte déjà qui va être assez longue, vous allez le voir. Donc skew delta 25, c'est quoi? On prend toutes les options sur le Bitcoin qui vont avoir un delta de 25 ou de moins 25. Et ensuite, on va regarder le skew, l'asymétrie des primes. Lorsque vous achetez un call sur le Bitcoin, une option d'achat, vous allez payer une certaine prime. Étant donné que vous voulez vous protéger de la hausse du prix, vous allez payer par exemple la prime 10 $. Si vous achetez un put, vous voulez vous protéger de la baisse, vous allez pareil peut-être payer la prime 10 $. Là, dans l'exemple que je viens de prendre, on n'a pas d'asymétrie.
ma prime d'achat et ma prime de vente, je les paie exactement au même prix. Mais en réalité, ça arrive quasiment jamais. La plupart du temps, on a toujours un décalage en fonction du sentiment du marché. Si on pense que le marché a plus de chances de monter et qu'on veut se protéger de la hausse, eh bien, on va peut-être être prêt à payer la prime plus chère. Si on pense que le marché va baisser, on va acheter un put, on va être prêt à payer le put avec une prime plus élevée. Donc, vous voyez, vous avez tout le temps une asymétrie en fonction de si les investisseurs, les traders pensent que le marché va monter ou si le marché va baisser. Et ici, le skew, c'est quoi? C'est la différence entre les deux, en fait. On va mesurer la prime d'un call delta 25 et la prime d'un put delta 25. Et en fonction de si on est au-dessus de 0 ou en dessous de 0, ça voudra dire que les investisseurs s'attendent pas au même scénario. Donc, vous le voyez ici sur l'écran ce que nous donne Bitfinex. On a BTC option skew delta 25 et ensuite on a différentes dates d'expiration. Oui, parce que les options vont avoir une date d'expiration. Ça peut être une semaine, un mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois. À vous de choisir. Ici, Bitfinex nous met en avant le 7 jours, le 1 semaine. Honnêtement, dans la finance, c'est pas ce qui est le plus utilisé. Ce qui est le plus utilisé, c'est plutôt le 1 mois. C'est ce que je vais utiliser maintenant pour la suite de cette vidéo. Autant se baser sur des vraies données. Je peux pas vraiment changer étant donné que je suis sur le rapport Bitfinex. Ce rapport Bitfinex, il se base tout simplement sur le site The Block que je ne vous présente plus. Donc ici, je bascule sur le site The Block. Je vous mettrai le lien dans la description. Vous avez tout un tas de données ici à gauche. Un peu à l'image de Glassnode, ça fonctionne plus ou moins de la même façon. Vous avez tout un tas de données. Sauf que The Block a plus de données que Glassnode, ou en tout cas plus de données gratuites. Donc si vous voulez retrouver le graphique où j'étais avant, vous cliquez ici à gauche dans le menu options, vous descendez ensuite tout en bas, donc vous avez, vous voyez, tout un tas de données sur les options. Parfois on a tendance à utiliser des données, en tout cas lorsqu'on parle des options et qu'on parle d'indicateurs sur les options, on a tendance à utiliser des données qui en réalité servent pas à grand chose. Par exemple, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent l'open interest sur les options. Bon, ça sert pas à grand chose de regarder l'open interest, c'est bien de savoir que ça monte ou ça baisse, mais ça vous dit pas en réalité grand chose. Par contre, si on descend un petit peu plus bas, vous le voyez, on a ici option skew delta 5. Delta 5 également, bon nous ça nous intéresse pas le delta 5, ce qui va nous intéresser c'est le delta 25, c'est ce qui est le plus utilisé, un petit peu comme sur TradingView, sur les indicateurs, les traders ont tendance à beaucoup plus utiliser la moyenne mobile 50 et la moyenne mobile 200. Vous n'allez pas prendre par exemple une moyenne mobile 27 ou une moyenne mobile 48, ça n'a pas de sens, autant prendre ce qui est le plus utilisé. Donc là c'est la même chose, on va prendre ce qui est le plus utilisé, c'est le delta 25, c'est vraiment une référence, et au sein du delta 25, alors ici je peux cliquer sur Expand pour agrandir tout ça, vous en avez plusieurs, donc on va prendre ce qui est également le plus utilisé, le 1 mois, le 30 jours. Alors pourquoi je prends pas le 7 jours? Le problème du 7 jours, c'est que c'est des options qui vont expirer dans une semaine et en général, les gens vont acheter et revendre leur option peut-être un peu avant l'expiration. Ils vont pas forcément attendre l'expiration d'une semaine, ils vont peut-être vendre ça au bout de 5 jours, 6 jours. Donc c'est pas très représentatif et c'est peut-être même un peu trop volatile. Regardez, si je mets uniquement le 7 jours, vous voyez que ça monte, ça descend. C'est vrai, c'est beaucoup trop volatile, c'est difficile à exploiter. A contrario, le 6 mois, vous comprenez bien que c'est quasiment pas volatile. En tout cas, c'est beaucoup trop long terme. C'est pas forcément ce qui nous intéresse. Le 1 mois est un bon compromis. On a quelque chose de beaucoup moins volatile que le 7 jours tout en ayant suffisamment de volatilité pour estimer ce qu'il va se passer dans les prochains jours ou semaines. Lorsque vous avez une expiration de 1 mois, ça ne veut pas forcément dire que vous attendez la fin de l'expiration. Vous pouvez très bien acheter une option 1 mois et la revendre au bout de 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. C'est pas toujours intéressant d'attendre l'expiration de l'option. Après, ça dépend si on est vendeur ou acheteur. Ça dépend de comment on utilise la valeur temps, etc. Bon, ça, je vais pas rentrer dans les détails des options dans cette vidéo, mais comme je vous l'ai dit, s'il y a beaucoup de demandes par rapport à ça, je pourrais en faire plusieurs vidéos sur YouTube. Donc nous, on va cliquer simplement sur le 1 mois et on va voir comment utiliser cet indicateur. Souvenez-vous, lorsque on est au-dessus de 0, ça veut dire que les investisseurs sont prêts à payer leur prime de call plus cher que la prime des puts. Par exemple, si j'achète ici une option sur le Bitcoin avec un delta 25 qui expire dans 1 mois, je vais peut-être la payer, je vous dis n'importe quoi, $100. Si par contre j'achète un put, peut-être que le put, je vais le payer simplement $90. Et donc 100 moins 90, c'est une valeur positive, on est au-dessus de 0, et donc voilà tout simplement comment on utilise l'indicateur, on se base sur la valeur 0. Lorsque on est au-dessus de 0, les investisseurs sont prêts à payer plus cher les calls, donc ils pensent que le marché va monter à horizon 1 mois. Et attention, c'est vraiment à horizon 1 mois, même si ça change pas de prendre 2 mois, 3 mois, ça change pas des masses, mais ici c'est vraiment à horizon 1 mois, donc c'est plutôt du court moyen terme. Les investisseurs pensent que dans les prochains jours, semaines, eh bien le prix du Bitcoin va monter. Si on est au-dessus de 0 et si on est en dessous de 0, les primes d'option put sont plus élevées et donc ils pensent qu'on va baisser. Donc si on regarde un petit peu ce qui s'est passé depuis ici l'historique, donc à peu près 2 ans, vous voyez ça fonctionne quand même assez bien. Vous pouvez le superposer au graphique du prix du Bitcoin. Bon, je vais pas le faire ici parce que ça me fera switcher entre les différents onglets, mais vous pouvez
pouvez le faire de votre côté. Vous voyez que janvier 2021, on était au-dessus de zéro et on était resté au-dessus de zéro assez longtemps. Parfois, on passe légèrement en dessous quand il y a des petits pics de volatilité. Si par exemple, il y a une grosse bougie baissière, les primes des puts s'envolent, beaucoup de personnes veulent se protéger justement contre la baisse, ça descend brutalement, ensuite ça revient à la normale et ça remonte. Mais vous le voyez ici, sur toute la première partie de l'année 2021, les 5 premiers mois, grosso modo jusqu'au mois d'à peu près mai, on était au-dessus de zéro. Donc les investisseurs pensaient que le prix allait monter. Et si vous regardez le graphique du Bitcoin, jusqu'en mai 2021, effectivement, on était bien en tendance haussière. Ensuite, à partir de mai 2021, vous voyez, on passe en dessous de zéro et on reste longtemps en dessous de zéro. On repasse furtivement aux alentours du mois de juillet-août, donc l'été 2021. Effectivement, le Bitcoin avait aussi un petit peu rebondi à cette période-là. Et ensuite, vous voyez que depuis, on va dire l'année 2022, et là, on est tout le temps en dessous de zéro. Vous voyez, si je me mets ici, par exemple, au tout début, 1er janvier 2022, on passe en dessous de zéro et on est systématiquement en dessous de zéro. Des fois, on rebondit à zéro, mais on ne repasse au-dessus de zéro que ici, vous le voyez, aux alentours du 10, 11, 12 janvier. Et effectivement, depuis environ le 10 janvier, alors un petit peu avant, on a le Bitcoin justement qui a rebondi. Et vous le voyez que sur tout le mois de janvier, on était resté au-dessus de zéro. Alors maintenant, le problème, c'est que si on zoome davantage, vous voyez, on est repassé en dessous de zéro depuis le 4 février. Et bien justement, ces derniers jours, ces 10 derniers jours, ces 15 derniers jours, ça dépend quand est-ce que cette vidéo sortira. Je l'enregistre le 14 février, mais elle sortira probablement le samedi de la semaine du 14 février. Et bien vous le voyez, on est passé en dessous de zéro. Et donc là, pour le moment, à très court terme, c'est plutôt baissier. Donc on peut s'attendre à une stabilisation du prix du Bitcoin, voire même à une légère correction du prix du Bitcoin. Et ça, on avait cette information depuis le 4 février. Donc on peut très rapidement aller regarder pour une fois le graphique du prix du Bitcoin. Et vous le voyez, depuis ici, le plus haut, on va dire, qui a été atteint aux alentours du 2 février à peu près, 2-3, et bien le 4 février, donc on était encore quasiment sur le niveau de résistance, et on a eu l'indicateur qui a baissé, qui est passé en dessous de zéro. Et effectivement, on a bien une correction. Pour le moment, on est toujours en dessous de zéro. Donc, tant qu'on est en dessous de zéro, on peut potentiellement s'attendre à une stabilisation, voire même une correction. Alors, attention, ça ne lie pas l'avenir. C'est uniquement une comparaison entre la prime des puts et la prime des calls. Ça ne lie absolument pas l'avenir. C'est ce que les investisseurs pensent. Est-ce que les investisseurs pensent que le marché va baisser ou est-ce qu'ils pensent que le marché va monter? En fonction de ça, ils vont être prêts à payer plus cher un côté que l'autre. Il y a une asymétrie. Et si je vous redonne la définition de l'asymétrie que je vous ai donné en début de vidéo, ça devrait être plus clair maintenant. Cet indicateur SKEW, qu'est-ce qu'il fait? Il mesure l'asymétrie de la distribution d'une variable aléatoire. Variable aléatoire, c'est le prix du Bitcoin, à valeur réelle. À valeur réelle, pareil, c'est le prix du Bitcoin, c'est les valeurs que vous connaissez, c'est les valeurs qui sont pas complexes. Donc, vous voyez que l'indicateur, finalement, maintenant qu'on comprend comment il fonctionne, c'est pas si compliqué que ça. Là, ce que je vous ai montré, c'est sur le Bitcoin. On a la même chose sur l'Ether. C'est un indicateur, déjà, de manière générale, que je vous invite à regarder, qui est super intéressant et qui est très, très peu connu. Pourquoi il est très peu connu? Parce qu'il a l'air, finalement, assez complexe. Et lorsqu'on regarde ce charabia, on comprend pas forcément de quoi il en retourne. Donc, ici, à nouveau, je clique sur ETH, attention à bien prendre le delta 25 et pas le delta 5, et on a la même chose, on clique sur le 1 mois, on va zoomer un petit peu plus, et vous voyez donc sur le 1 mois, depuis janvier 2021, on a grosso modo la même chose que le Bitcoin, c'est normal, les deux crypto-monnaies sont plus ou moins corrélées, donc vous voyez que sur, ici, les 5 premiers mois de l'année 2021, on était au-dessus de zéro, ensuite on passe en dessous, on repasse furtivement au-dessus, évidemment l'Ether est plus volatile que le Bitcoin, la volatilité implicite est plus élevée, les primes ont tendance à exploser beaucoup plus vite dans un sens ou dans l'autre. Ici, on repasse en dessous de zéro, on repasse au-dessus de zéro, etc., etc. Et donc, si je zoome maintenant sur ce qu'il s'est passé ces dernières semaines, eh bien, vous le voyez ici, l'Ether, il est passé en dessous de zéro un petit peu plus tôt que le Bitcoin. Il est passé en dessous de zéro aux alentours du 28 janvier. Et là, il est toujours en dessous de zéro. Je bascule sur le graphique de l'Ether. Le 28 janvier, vous le voyez, on était... Donc là, je mets la souris ici, on était ici pareil sur la zone de consolidation, donc on pouvait s'attendre à une baisse, petite correction qu'on a eue par la suite. Encore une fois, ça n'est pas l'avenir, c'est uniquement ici des mathématiques qui sont derrière. Donc, qu'est-ce qu'on doit en conclure de cet indicateur? C'est un indicateur qui est super intéressant à utiliser. Je vous invite à regarder avec les paramétrages que je vous ai fournis si on est au-dessus de zéro ou en dessous de zéro. C'est un indicateur, en plus, vous avez de la chance qui est disponible gratuitement. Vous allez sur le site The Block, à nouveau, le lien il est dans la description, et vous pourrez y accéder. Donc ça, c'est la première conclusion. Deuxième conclusion de cet indicateur, c'est que ce soit le Bitcoin ou l'Ether, on est en dessous de zéro. Alors, ce qui est bien également, c'est d'utiliser ces deux indicateurs Bitcoin et Ether. Si les deux sont au-dessus de zéro, c'est bien. Si les deux sont en dessous de zéro, c'est bien aussi, ça nous donne une autre information. Par contre, s'il y en a un qui est au-dessus de zéro et un autre qui est en dessous de zéro, ce qui arrive assez rarement, mais ce qui arrive sur certaines journées, c'est intéressant de surveiller ce que va faire ensuite le prix. Donc voilà, par rapport à cet indicateur, et si on repart enfin sur le rapport de Bitfinex Alpha, qu'est-ce qu'on constate? Voilà, ils nous disent plus ou moins la même chose que ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire qu'à court terme, on s'attend soit à plutôt une tendance baissière,
baissière ou bien à un range. Un range est attendu donc sur les prochains jours, étant donné que eux, ils ont sélectionné, attention, la date d'expiration 7 jours, alors que moi, j'en ai pris 30. Donc, vous voyez que sur le 7 jours aussi, hein, on est passé en dessous de 0. Donc, indicateur à surveiller. Après, ensuite, autre indicateur dans ce rapport Bitfinex Alpha, bon, lui, je vous en ai déjà parlé, on l'a vu dans une vidéo de la semaine dernière, c'est le Realist Price et la moyenne mobile 200. On a vu que le prix du Bitcoin est passé au-dessus du Realist Price et de la moyenne mobile 200. Donc, source Glassnode, on en a déjà parlé. Donc, voilà par rapport à cette vidéo. J'ai essayé de varier les sources. Parfois, je vous parle de Glassnode, parfois, je vous parle de Bitfinex Alpha, parfois de The Block. Bon, évidemment, je suis pas sponsorisé par aucun de ces sites-là. Donc, j'essaie juste d'alterner pour que vous ayez à chaque fois des informations différentes, des avis différents, de sites différents et pas toujours la même chose avec toujours les mêmes indicateurs. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à laisser un like sous la vidéo. Si vous avez des retours à me faire, faites-le moi sous cette vidéo. Vous le voyez dans cette vidéo, j'ai essayé de mélanger les deux types de précédentes vidéos, c'est-à-dire les vidéos d'analyse fondamentale où on voit ce qui se passe sur des données on-chain et des vidéos plus présentation d'indicateurs où j'en ai profité justement aujourd'hui pour vous présenter un nouvel indicateur. Alors, juste avant de conclure cette vidéo, je viens de me rappeler qu'il y avait une question qui m'a été posée sous l'une des précédentes vidéos, donc je vais en profiter vu que je suis sur The Block pour y répondre. On m'avait demandé comment obtenir l'indicateur Bitcoin revenu mineur. Et bien pour ça, vous allez sur The Block, vous cliquez sur Metric On-Chain, vous cliquez ensuite sur Bitcoin et ensuite vous descendez un petit peu, vous avez tout un tas de données sur le Bitcoin et vous voyez l'indicateur est là. Donc pour ceux qui voulaient accéder à cet indicateur, j'en avais parlé dans les précédentes vidéos, le Bitcoin mineur revenu, vous cliquez ici sur les frais de transaction et vous le voyez, lorsque les frais de transaction explosent, on est dans une bulle. Lorsque ils sont extrêmement bas comme actuellement, on est sur des niveaux raisonnables. Alors évidemment là c'est l'indicateur brut de décoffrage. On peut ensuite faire une moyenne mobile, changer des couleurs, le rajouter sur TradingView, etc., etc. Mais voilà en tout cas l'indicateur avec les données brutes et les données on-chain. Voilà par rapport à cette vidéo. Surtout faites-moi vos retours dans l'espace commentaire. Ça me permettra de faire des prochaines vidéos adaptées à vos demandes et de prendre en compte vos remarques pour les améliorer. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et à dans quelques jours pour une nouvelle vidéo.